Je m'appelle Émile. J'ai 28 ans. Après mon divorce, j'ai déménagé dans une petite ville appelée Petit Bourg en Alabama. À part la maison de mes parents, je n'avais vraiment nulle part ailleurs où aller, alors je suis venu vivre dans la vieille maison de mon grand-père. Il est décédé il y a quelques années et nous a laissé la maison. Elle se trouve à environ 10 minutes en dehors de la ville sur 4 hectares entourée de bois. Là-bas, c'est vraiment calme. Je pensais que j'aimerais ça. La maison est ancienne. Les planchers en bois qui craquent, des portes qui coincent, le genre d'endroit qui semble toujours un peu froid, peu importe la température du thermostat. Mais c'était gratuit, et je n'avais pas d'autre option. Les premières nuits étaient normales. J'ai déballé mes affaires et nettoyé. Je passais les soirées assis sur le porche avec une bière. C'était paisible. Pas de trafic, juste le vent dans les arbres et le ululement occasionnel d'un hibou. Mais ensuite les bruits ont commencé. La première fois que je l'ai entendu, c'était la 7e nuit. Je venais de me coucher vers minuit. J'étais presque endormi quand j'ai entendu un sifflement dehors. Ce n'était pas une chanson que je connaissais, juste une mélodie lente et cassée. Faux. Ça ressemblait à quelqu'un qui marchait dans les bois derrière la maison sifflant en avançant. Ça m'a fait froid dans le dos, mais j'ai supposé que c'était un chasseur ou un voisin ivre. La nuit suivante, c'est arrivé encore. Même heure, même air, mais cette fois ça semblait plus proche. Je me suis levé et j'ai allumé la lumière du porche, mais je n'ai vu personne. Je suis sorti avec une lampe de poche et j'ai inspecté le jardin. Rien. Pas de traces, pas de bruit de quelqu'un qui s'enfuit. Juste le sifflement qui s'éloignait plus profondément dans les bois. J'ai essayé de l'ignorer. Pendant quelques nuits, je suis resté au lit en essayant de dormir malgré tout. Mais chaque fois le sifflement commençait vers 1h17 du matin. Je sais que ça semble un chiffre aléatoire, mais je jure que c'était toujours vers 1h15 ou 1h19, quelque chose comme ça. C'était réglé comme du papier à musique. J'ai commencé à me demander si quelqu'un me jouait un mauvais tour, quelqu'un qui savait que j'étais seul, là-bas. J'ai appelé le bureau du shérif quelques jours plus tard. Un vieux adjoint que j'appellerai adjoint B est venu. Il était dans la profession depuis longtemps. Quand je lui ai raconté ce qui se passait, il est devenu très silencieux. Il m'a dit mot pour mot, eh bien ton grand-père nous appelait pour la même chose. Il disait que quelqu'un sifflait autour de la propriété tard la nuit, toujours au printemps. Nous n'avons jamais rien trouvé. Je pensais qu'il vieillissait simplement, mais maintenant tu l'entends aussi. Yo, ça m'a bouleversé. Je ne savais pas que mon grand-père avait vécu ça. L'adjoint B m'a conseillé de garder les portes verrouillées et de rester à l'intérieur après la tombée de la nuit. J'ai commencé à faire ça, pas que je ne le faisais déjà. J'ai vérifié chaque fenêtre 2 fois. Une nuit, j'ai même mis des chaises sous les poignées des portes, mais le sifflement continuait de se rapprocher chaque nuit. Une nuit, je l'ai entendu derrière le cabanon. C'était plus fort que d'habitude, comme si la personne se tenait juste dehors. J'ai pris ma lampe de poche et regardé à travers les stores. Je n'ai rien vu, mais je n'ai pas osé sortir. La nuit suivante, je l'ai entendu depuis le porche, juste à côté de la porte. 3 longs sifflements, puis le silence. La nuit d'après ça venait de sous les planchers. Je jure devant Dieu, c'était comme si quelqu'un était dans l'espace sous la maison sifflant par les ventilations. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, j'ai commencé à fouiller dans le grenier, essayant de trouver des choses que mon grand-père avait laissées. J'ai trouvé une boîte de ses journaux intimes. Il écrivait à propos du sifflement. Il disait que ça arrivait chaque printemps depuis plus de 10 ans. Il ne savait pas qui c'était, mais il pensait que quelqu'un surveillait la maison. Il disait qu'il restait éveillé avec un fusil près de la porte d'entrée juste au cas où. Il disait que ça n'arrivait que lorsqu'il vivait seul après la mort de ma grand-mère. J'ai rappelé l'adjoint B. Il est venu, a lu le journal et avait l'air nerveux. Il m'a dit de faire attention. Il a dit à Ibarcio, « Chiyopar, n'ouvre pas la porte si tu ne sais pas qui s'est allumé. » Yo, cette nuit-là, je suis resté éveillé. Je me suis assis sur le canapé avec un fusil à pompe sur les genoux. Un fusil à pompe que je savais à peine manier. J'ai attendu. À 1h17, le sifflement a recommencé, mais cette fois, il ne venait pas de dehors. Il venait du couloir à l'intérieur de la maison. Je suis resté figé. La lumière du couloir était éteinte. J'entendais le sifflement s'approcher, pas à pas. Je me suis levé et pointé mon fusil et crié « Aïe, qui est là ?» Yo, le sifflement s'est arrêté. J'ai allumé la lumière du couloir. Il n'y avait rien. Personne. Je n'ai plus dormi après ça. 2 nuits après, je ne l'avais pas entendu à nouveau. Je devenais malade. Je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas pourquoi il m'avait choisi ni mon grand-père, mais c'était réel
et je le savais. Je ne crois pas aux hallucinations à ce niveau ni à quoi que ce soit de paranormal. C'était une vraie personne. Après cette nuit-là, tout est devenu silencieux pendant 2 jours. Pas de bruit, pas de mouvement, aucun signe de quoi que ce soit. Je pensais que c'était enfin fini. La 3e nuit, je suis allé me coucher juste après minuit. Je n'ai pas veillé cette fois. J'ai laissé la lumière du couloir allumée au cas où. Exactement à 1h17, je me suis réveillé avec un nouveau bruit. Pas un sifflement mais des coups. Lents espacés. 3 coups. Ils venaient de l'intérieur de la maison de la porte arrière. Puis le silence. Je ne me suis pas déplacé. Je suis resté au lit à écouter. 1 minute plus tard, j'ai entendu un nouveau bruit. Un grincement venant des planchers du couloir. Puis un autre. Quelqu'un marchait. La lumière du couloir s'est éteinte. J'ai saisi mon fusil à pompe, le cœur battant, et suis sorti de la chambre. Le couloir était sombre, mais au bout j'ai vu quelque chose. Une personne vêtue de noir au visage pâle. Elle restait immobile, simplement en train de me regarder. J'ai levé le fusil, mais mes mains tremblaient. J'ai essayé de parler, mais j'avais la bouche sèche. J'ai levé le fusil, mes mains tremblaient. J'ai crié d'une voix tremblante, et elle ne bouge pas. Yo dans le noir, j'ai vu la personne commencer lentement à lever une jambe, puis tourner comme si elle s'apprêtait à courir. J'ai crié Kébé, arrête. Yo, et à ce moment elle a filé hors du couloir et de ma vue. J'ai entendu ses pas étonnamment lourds qui sortaient en claquant par la porte d'entrée dans le noir. J'ai couru dehors et tiré un coup pas en l'air, mais droit devant dans l'obscurité, espérant discrètement la toucher. J'ai crié « Higa, ne reviens pas !» Yo, le coup de feu m'a assourdi, répercuté sur les murs de la maison et la véranda. J'ai verrouillé la maison, pris mon camion et suis allé en ville. J'ai dormi dans mon camion cette nuit-là. Le lendemain matin, l'adjoint B est venu et la porte d'entrée de la maison était ouverte à nouveau. Cela confirmait que cette personne avait une clé de la maison de mon grand-père. Rien n'avait été cassé ou volé, mais l'adjoint B m'a conseillé de changer les serrures. Et il m'a aussi en aparté suggéré de quitter cette vieille maison, car quelqu'un dans ces bois n'appréciait ni mon grand-père, ni moi y être. Je suis allé chez un quincaillier local, et j'ai changé les serrures le jour même à la même heure. Après, j'ai quitté cette maison pour aller chez mes parents dans un autre état pour un temps. J'ai laissé à mon père le soin de vendre la maison un jour. Nous avons enlevé tout ce qui avait une valeur sentimentale, le reste est resté ou a été vendu. Mon père n'a bien sûr jamais parlé du fait qu'il y avait un type louche qui traquait la maison depuis apparemment des décennies. Comment il avait obtenu une clé, qui il était, pourquoi mon grand-père n'a jamais rien dit, je ne sais pas. Tout cela me trouble profondément. Personnellement, je pense que c'était un type dérangé qui habitait une maison à proximité. Finalement, j'ai déménagé en zone urbaine. Cette expérience m'a laissé trop perturbé pour vivre dans un endroit isolé. J'ai 16 ans et je vis maintenant en ville, mais j'ai passé les 8 premières années de ma vie à la campagne. Pour certains, cela peut paraître étrange, car on me laissait dès mon plus jeune âge me promener dans le petit village sans surveillance de mes parents. La zone n'était pas très grande, et la population totale comptait environ 90 personnes au maximum. En gros, tout le monde connaissait tout le monde, au point que mes amis et moi nous souvenions des numéros d'immatriculation des voitures et à qui elles appartenaient. C'était une chaude journée d'été. Mon ami et moi, que j'appellerais Jonas, avions très soif de Coca-Cola. À l'époque, les sodas étaient très bon marché dans ces petits supermarchés, et il nous fallait juste quelques centimes pour avoir assez d'argent pour acheter 2 canettes. Heureusement, une vieille dame nous appela depuis sa maison. Elle expliqua qu'elle allait préparer du thé à la menthe pour tout le monde, car son anniversaire approchait. Le problème, c'était qu'elle n'avait plus de plan de menthe, alors elle nous dit que si nous remplissions 2 sacs en plastique de feuilles de menthe, elle nous achèterait autant de sodas que nous voulions. Jonas et moi avons trouvé que c'était une excellente idée, car je ne voulais pas demander d'argent à mes parents. Peu après ce jour, nous avons commencé à chercher. Le soleil nous frappait littéralement le front, et nos vêtements étaient trempés de sueur. Nous cherchions de la menthe, mais malgré nos efforts, nous ne remplissions à peine la moitié du premier sac en plastique. Nous étions tous les deux très en colère, car nous savions qu'il était impossible de récolter assez de feuilles avant le coucher du soleil. Pourtant, nous continuions à marcher et à regarder autour de nous, espérant qu'un miracle se produirait et que nous trouverions un champ de plantes. Soudain, 2 grands gars nous sont apparus de nulle part. Et quand je dis grand, ils mesuraient probablement environ 170 à suivre.
Pourtant ils semblaient immenses à nos yeux de 7 ans. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils étaient tous les deux habillés en noir, avec de grandes capuches et des pantalons serrés. Aucun d'eux ne semblait avoir plus de 17 ans, bien que leurs traits soient difficiles à distinguer. Ils nous ont parlé avec une voix très amicale et enfantine, leurs mots soigneusement choisis pour ne pas éveiller de soupçons. « Oh eh bien, vous êtes seuls vous deux. » Jonas me regarda. Il avait l'air un peu inquiet et fit un geste de la main pour dire de partir. Malheureusement, la communication non verbale n'a jamais été mon fort, alors je n'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Je reportai mon attention sur les deux gars et répondis d'une voix plutôt joyeuse Bay. « Oui, on cherche des plants de menthe. » Puis-je demandai où on pouvait en trouver beaucoup. Ça faisait tellement longtemps qu'on cherchait, et on était vraiment fatigués. Maintenant, je ne suis pas sûr, mais j'ai un bref flashback de l'un des deux gars qui a esquissé un sourire en entendant ce que nous cherchions. L'un s'est accroupi à côté de moi et m'a tapoté la tête. Jonas est rapidement venu près de moi me tirant un peu par le bras quand il a vu le gars me toucher. Son expression était sérieuse, presque un peu paniquée, et il a demandé au gars qui sont vos parents. Tu vois là d'où je viens, cette question nécessitait une réponse par nom de famille. Comme il y avait peu de gens, pas beaucoup de nouvelles générations naissaient. Alors demander qui étaient tes parents était une manière courante d'identifier toute la lignée familiale. Jonas est né à la campagne. Il connaissait donc bien mieux les gens que moi. Je suppose qu'il avait peur parce qu'il ne reconnaissait pas ces deux gars-là. Et le fait qu'il parlait à deux petits-enfants sans personne autour, et qu'il me tapait même la tête, lui a tout de suite mis la puce à l'oreille. Juste comme il le craignait, ils ont évité la question semblant comme si j'étais leur principal intérêt. En fait, je connais un grand champ de menthe. Tu vois cette colline là-bas? C'est là d'où on vient. Si tu veux, on peut te guider jusqu'au champ et t'aider à remplir ces sacs, voire même plus. Bien sûr, nous connaissions cette colline. Jonas, moi, et les autres enfants jouions souvent à cache-cache dans la forêt la nuit. Et c'était tellement amusant, je ne saurais pas le décrire. Mais je n'avais jamais vu un seul champ de menthe. Après tout, les seules choses qui poussaient là-bas étaient le maïs, le raisin et quelques pastèques. Encore une fois, j'étais un enfant très idiot, et tous ces signaux d'alarme ne signifiaient rien de sérieux pour moi. J'ai hoché la tête avec enthousiasme, tirant Jonas par le bras pour qu'il vienne avec moi. Les gars semblaient satisfaits et se mirent à nous guider. Nous marchions de plus en plus loin du village, et je sentais la main de mon ami trembler dans la mienne. À ce moment, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru l'échine car le village avait maintenant complètement disparu de ma vue. La forêt était juste devant nous, et je voyais qu'il n'y avait aucune trace d'un champ de menthe. J'essayais de demander au gars où nous allions, mais il répondait très vaguement. « tu verras. » Ou Hébraire, sois patient. J'ai aussi commencé à transpirer et ralenti un peu ma marche. La panique montait en moi, et j'ai rapidement compris que quelque chose de mauvais allait arriver. Mais pour une raison inconnue, je ne pouvais pas m'arrêter de marcher. J'étais sûr que si l'un de nous essayait de revenir en arrière, quelque chose de vraiment mauvais se produirait. Puis, très discrètement, Jonas est venu murmurer à mon oreille, et je frissonne encore en y repensant si clairement. Il a chuchoté aussi silencieusement qu'il pouvait indiquer quelque chose cloche avec ces deux-là. « Cours !» C'était la dernière chose que j'ai entendue avant que Jonas ne se mette à sprinter en bas de la colline comme un fou, sa main ne perdant pas contact avec la mienne une seule seconde. Je courais comme si ma vie en dépendait, et ça l'était probablement. J'entendais les deux gars jurer, puis ils ont commencé à nous poursuivre. J'ai commencé à pleurer bruyamment de peur sans m'arrêter. Je suis sûr que je ne respirais même pas. Et je ne comprends toujours pas comment j'ai pu courir presque 2 kilomètres pour retourner au village sans pause ni respiration. La femme qui nous avait demandé de chercher la menthe nous a vus tous les deux en larmes et en sueur. Nos visages étaient pâles comme si tout notre sang avait quitté notre corps à ce moment-là. À un moment, alors que nous approchions du village, ces gars ont dû arrêter de nous suivre. Elle nous a calmement fait entrer et nous a donné du chocolat pour nous réconforter. Elle a demandé ce qui était arrivé, et c'est Jonas qui lui a raconté puisque je n'arrivais plus à parler. Dès qu'il a fini, la femme nous a regardés avec inquiétude et nous a grondés pour avoir été si stupides. En fait, elle a grondé Jonas parce qu'il avait menti en disant que je ne voulais pas les suivre, et qu'il était lui qui avait insisté pour faire confiance au gars. Après cet incident, il n'a pas eu le droit de sortir jouer pendant 1 mois. Pendant que je mettais beaucoup de temps à me remettre de ce petit traumatisme, je n'ai jamais découvert qui étaient ces gars, ni ce qu'ils voulaient de nous. Avec du recul aujourd'hui que je suis beaucoup plus âgé, je suppose, et ça ne me plaît pas du tout. Pendant notre fuite, il y avait une grande chance que je trébuche et tombe, car courir si vite en descente est très risqué.
Sans Jonas qui est maintenant mon petit ami, je ne veux même pas imaginer ce que ces gars auraient pu nous faire. Mes parents travaillaient beaucoup quand j'étais petit. Ils avaient tous les deux emplois parce qu'ils avaient besoin de soutien supplémentaire pour moi et mon grand frère Jonas. Leur boulot nous faisait tenir debout, mais ils devaient quand même s'absenter la plupart du temps. Alors ils ont engagé une babysitter via un site internet. C'était une jeune fille blanche, peut-être au début de la vingtaine, appelée Monique. Pendant environ 4 à 5 mois, Monique venait tous les jours de la semaine pour garder les enfants. J'avais 7 ans, Jonas 8, et on adorait la présence de Monique. Elle était jeune, polie et pleine d'énergie, ce qui signifiait qu'on pouvait bien s'amuser avec elle, contrairement à une vieille dame toujours fatiguée et de mauvaise humeur. Jonas et moi suivions des cours en ligne, parce que l'école aurait été trop difficile à gérer pour mes parents. Monique aidait beaucoup avec ça aussi. Quand l'été est arrivé, mes parents ont dit à Monique qu'elle devait se reposer un peu. Tu sais, ils voulaient qu'elle profite de belles vacances d'été, surtout après tout ce qu'elle avait fait pour nous. Mais cela voulait aussi dire qu'on n'aurait pas de babysitter pendant l'été. Mes parents ne voulaient pas refaire tout le processus pour trouver une babysitter de confiance, alors ils ont décidé de nous emmener, Jonas et moi, chez nos grands-parents. Ils vivaient à la campagne au Texas, ce qui est un peu loin de chez nous en Oklahoma, mais ça valait la peine puisque nous étions censés passer tout l'été là-bas. Le week-end arriva, et samedi on prit la route. Le trajet était magnifique, mais pour moi petit c'était une des expériences les plus ennuyeuses et nauséeuses qui soient. On arriva enfin chez eux après ce qui semble être une éternité. C'était une maison de style cabane de taille moyenne, au milieu d'un vaste champ ouvert avec des bois derrière. Sur le côté, il y avait une sorte de grange avec un enclos pour des animaux comme des vaches, des chèvres, des poulets et d'autres trucs sympas. On se salua tous, et mon grand-père voulut tout de suite nous faire une petite visite. Mes parents restèrent à l'intérieur pour discuter avec ma grand-mère pendant qu'elle préparait le dîner pour nous. La soirée fut géniale. On a pu retrouver ma grand-mère et mon grand-père, et on a un peu joué avec leur chien, Lily. Quand ce fut l'heure d'aller dormir, mon frère et moi partagions une chambre avec un lit superposé et une télé. La chambre à côté était une autre chambre où dormaient mes parents. Ma mère et mon père s'endormirent très vite, fatigués par le voyage, car ils devaient être chez eux le lendemain pour travailler lundi. Jonas et moi sommes restés un peu plus tard pour regarder quelques dessins animés à la télé. Après un moment, on s'est finalement endormi avec la télé allumée. Vers 2 heures du matin, je fus réveillé par le bruit de pas à l'extérieur de ma fenêtre. Des pas lourds. Je ne pouvais pas voir ce qui était dehors car la fenêtre avait des stores. Le bruit n'a pas réveillé Jonas car la télé tournait encore, mais moi je pouvais les entendre. Puis j'ai entendu un bruit étrange venant de la fenêtre, et après 2 secondes un grognement. Quelqu'un essayait de l'ouvrir. Je suis allé réveiller mes parents pour leur dire cela. Ils ne me crurent pas vraiment, et pensèrent que c'était mon imagination, mais quand ils allèrent vérifier, personne n'était là. Ils ont donc juste attribué le bruit à un animal. Après tout, on était au milieu de nulle part, et peut-être que mon esprit d'enfant avait mal interprété la situation. Je me rendormis après avoir passé 5 minutes allongé sans bouger. Le matin, je me réveillais avec l'odeur délicieuse du petit déjeuner que préparait ma grand-mère, tandis que mes parents faisaient leur bagage pour rentrer chez eux. Nous avons tous mangé ensemble, puis mes parents sont partis. Une fois partis, mon grand-père emmena Jonas et moi nourrir les animaux, tout en promenant Lily. Je voulais tenir la laisse de Lily, alors mon grand-père me la tendit en me disant de bien la tenir. En marchant sur le sentier, je devais tirer Lily un peu toutes les 5 secondes. Quand je me suis finalement demandé pourquoi elle ne marchait plus, je l'ai vue fixer quelque chose. Elle regardait vers les bois. J'avais un peu peur de regarder, mais quand je l'ai fait, j'ai vu une silhouette noire immobile qui nous regardait. Bien qu'elle soit entièrement noire, j'ai pu deviner qu'il nous regardait. Il était à moitié caché derrière un arbre, les mains posées dessus, comme s'il essayait de regarder par-dessus son corps tout entier. Je me suis retourné vers mon grand-père pour lui dire, mais lui et Jonas étaient déjà à environ 5 mètres devant moi. Je courus pour les rattraper en tirant un peu sur Lily, mais une fois que je leur parlais de l'homme dans les bois, il avait disparu. C'était comme s'il n'avait jamais été là. Je pensais pouvoir l'apercevoir s'il s'était enfui, mais où aurait-il pu aller? Mon grand-père savait ce qui s'était passé la nuit précédente, alors quand je lui ai dit cela, il ne pouvait pas croire que je leur faisais une blague. Je voyais sur son visage qu'il était inquiet, mais il me dit simplement que ça allait, que c'était probablement un cerf au loin, et que je l'avais effrayé en courant. Après avoir nourri les animaux, nous sommes retournés à la maison.
Nous avons passé le reste de la journée à regarder des films et à jouer dehors sous les arroseurs. Cette nuit-là, ma grand-mère a aussi préparé le meilleur repas. Il y avait beaucoup de nourriture alors. Après avoir mangé, j'étais vraiment fatigué. Je pris un bain rapide de 10 minutes puis retournai dans ma chambre et celle de mon frère. Nous avons regardé un peu de dessins animés et nous sommes endormis. Vers 1 heure du matin, je fus réveillé par un bourdonnement à l'extérieur de la fenêtre. C'était le thème de la série Cyberchasse qui passait. Jonas, étant un gros dormeur, ne se réveilla pas, et comme je l'ai dit, les stores étaient baissés, alors je ne sais pas ce que c'était. Mais à ce moment-là, j'étais sûr que c'était une personne. D'abord, j'ai pensé que c'était mon grand-père dehors en train de fumer. Et pour une raison mystérieuse, il avait commencé à fredonner l'intro car il l'avait entendu à travers la fenêtre. Bien sûr, c'était une explication idiote, mais j'étais un enfant. J'ai crié « Yaba grand-père !» Le bourdonnement s'est arrêté. Après 30 secondes de silence, j'ai entendu égayer « Eh, c'est grand-père. Viens ici, mon garçon. Je veux te montrer quelque chose de cool. » Je mis mes chaussures et sortis. Il n'y avait pas de lumière, mais je me souviens de la beauté du ciel nocturne. J'arrivai à la fenêtre où je vis mon grand-père. Il tendit la main que je saisis, et il me conduisit vers la grange. J'essayais de lui parler, lui demandant où nous allions, mais pas de réponse. Je commençais à reconsidérer ce qui se passait. Pourquoi mon grand-père serait-il dehors à 1 heure du matin pour me montrer quelque chose de cool? Pourquoi portait-il un pull avec la capuche relevée? Puis je regardai sa main de près et m'aperçus que ce n'était pas la main de mon grand-père. C'était la main de quelqu'un de beaucoup plus jeune. J'essayai de retirer ma main, mais il la serra plus fort. Je ne voulais pas qu'il sache que je sentais que quelque chose n'allait pas, alors je gardai le silence bien que mon cœur battait à tout rompre. Je regardai alors derrière lui et vis un long manche qui sortait de l'arrière de son pantalon. C'est là que je paniquai vraiment. Soudain j'entendis la voix de mon grand-père qui appelait depuis la maison. Je ne répondis pas, mais l'homme tourna la tête vers le bruit. Dans cet instant de distraction, je me dégageai vivement et commençai à reculer. L'homme resta immobile une seconde, puis détala vers les bois. Je courus droit vers la maison en criant à l'aide. Quand j'entrai, mon grand-père m'attendait bras ouverts, et ma grand-mère téléphonait en urgence à la police. Peu après, les policiers arrivèrent et commencèrent à fouiller les alentours. Ils trouvèrent l'homme caché dans un fossé non loin de la maison. Dans ce fossé, il y avait des objets qu'il avait volés dans la grange. Et ce qui était le plus inquiétant, ils dirent qu'il avait une hache cachée dans le dos. Après enquête, ils découvrirent que la serrure de la remise de mon grand-père avait été forcée, laissant le lieu accessible à quiconque voulait prendre n'importe quoi. Dans la remise, il y avait beaucoup d'outils qui auraient pu causer plus de problèmes. Après quelques jours, mon grand-père apprit que cet homme était l'ex-petit ami de Monique que j'appellerais David. David a admis nous avoir suivis et avoir prévu de m'enlever cette nuit-là. Il pensait qu'il serait plus facile d'embarquer une petite fille, alors il m'a ciblé. Il a dit qu'il voulait m'enlever parce qu'il savait à quel point Monique tenait à moi, et s'il menaçait de me faire du mal, il pourrait la forcer à faire n'importe quoi. David a déclaré qu'il voulait surtout m'utiliser pour récupérer Monique, car il voulait refaire sa vie et être heureux avec elle. Il a affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal. Après tout cela, nos parents sont venus me chercher, moi et Jonas, une semaine plus tard, et ont commencé à chercher de meilleurs emplois pour pouvoir être plus souvent à la maison. Ils ont également renvoyé Monique, ce qui est compréhensible. Je suis tellement reconnaissante que la station de police ne soit pas loin de chez mes grands-parents. Mais surtout, je suis reconnaissante que mon grand-père se soit réveillé cette nuit-là pour aller aux toilettes. Même après 20 ans, ça me donne encore des frissons de penser à ce qui aurait pu m'arriver cette nuit-là.